Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver. C'est un nouveau jour sur la radio Taxi Presse de ce lundi 3 avril 2017. C'est avec Jacques Diakouti et Michel Tchadia, le patron du journal Ouara, les vainqueurs. C'est avec eux que nous analyserons les grands sujets de l'actualité, des scènes de violence sur les stades de football qui cristallisent aussi l'actualité ces dernières heures. Annie et Notien étaient les malheureux pôles de cette scène de violence. Comment conjurer ces démons de la violence? Mes confrères poseront leur regard sur le sujet. On parlera économie aussi avec la fusion annoncée de l'UTB et de la BTCI. Objectif, selon les autorités, renforcer les fonds propres et la solvabilité des deux banques. On reviendra sur le sujet. Puis beaucoup plus sur la politique avec le changement dans la continuité de l'État. Fornia Singbe qui procède à un mini remaniement technique du gouvernement, un nouveau ministre. Et puis le retour de Ingrid Awadé, plus discrète à la dosie. Elle revient en force, on va le dire, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. On va en parler. Mon frère Michel Tchadia. Bonjour Michel. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs de Taxi Presse. Merci d'être avec nous ce matin. C'est avec un grand plaisir. Vous allez bien maintenant? Ça peut aller. Oui. Parfait, merci de nous être revenus sains et saufs. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Alors on va y aller avec ce sujet qui, il faut le dire, a été largement discuté sur les réseaux sociaux hier. C'est par rapport aux champions de football au Togo, des scènes de violence, des violences qui reviennent dans le sport. Alors l'autre semaine, le cas le plus en vue, c'est celui de Bassar avec Bikenti. Et on a vu également la réaction de la commission de discipline de la Fédération togolaise de football. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Notien et à Agné ce week-end. Et nous avons au téléphone pour en parler le président du club Espoir de Tchévier, Amavi Patatou. Amavi, bonjour. Alors, votre équipe Espoir de Tchévier était à Agné pour jouer à Bouossé ce week-end, hier. Le match se disputait et puis brusquement il y a eu quand même des scènes de violence. Dites-nous comment ça s'est passé finalement au niveau de Agné hier. Oui. Oui. Oui.
qui a porté le premier secours, c'est lui qui a blessé le joueur. Et donc lui, il était là, il voulait le tuer. Quand il était tué, c'est que lui voulait le tuer. Ah bon? Je ne sais pas comment on a pu revenir avec ce garçon devant. Bon, donc, il n'a été poussé à déconnecter. Il est arrivé dans le groupe des supporters. Moi-même, j'étais là. On l'a déshabillé, avec pour qu'il ne soit pas identifié. Mais comme là, il est grand, il est très clair. Donc, quand il va identifier. Oh oui, il ne faut pas le cacher. Donc, pour que nous protégions des coupables ici, des coupables là. Mais, comment ne pouvait plus le protéger? Bien sûr, on a courir et les gens l'ont poursuivi. Il a dit qu'il a essayé de filer auprès des gendarmes. C'est comme ça que lui a dit qu'on l'a enfermé dans un bâtiment là-bas jusqu'à la fête. Bon, maintenant pour nous autres, il ne fallait pas être un bureau supporter de Kélier. Il ne fallait pas être joueur. Mon gardien, quelqu'un est venu, le compétitif, il dit on va sortir ça, on va se faire pas réussir. Et quand le monsieur là a entraîné, il est tombé dans un détapage. Et pendant pour de pied sur le cervelet, il est tombé dans lui, il voulait le gagner au sol. Donc, je ne sais pas comment lui aussi, il en est sorti. Mais hier, quand je l'ai quitté à l'hôpital de Kélier, parce qu'on l'a ramené rapidement à l'hôpital de Kélier, il était encore en état de réanimation. La mâchoire dans un état pas possible. Mais bon, pour finir, pour vous faire le rapport des blessés, Oui. on a dû abandonner sur place une supporter qui était dans le coma hier. Le docteur nous a dit qu'elle n'était pas en état d'être réveillée. Et donc on l'a gardée là-bas jusqu'à ce matin. Elle se faisait réveiller la nuit. Et ce matin, alors que je vous parle, elle était encore entre les trains d'année. Bon, voilà, brièvement, mais on découvrait hier sur les gens de bataille tout ce que les forces de l'ordre en fait de matériel pour se protéger le coup de blanc et des sécurités. Vous connaissez le matériel? Oui, oui, si, si. Nous avons pu embarquer dans nos véhicules, nous ont escortés jusqu'à très loin de la ville, presque à Dabamé, avant qu'ils nous en retournent. Bon, voilà à peu près comment ça se passe. Et donc, le match n'a pas pris fin, hein? Le match n'est pas allé à son terme. Et nous venons par 3-2. D'accord, très bien. Amavi Fatatou, merci beaucoup pour ces éclairages. D'accord. Bonne journée à vous. Voilà ce qui s'est passé hier sur le terrain de Abou Ossé à Agné, des scènes qui sont regrettables. Je pense que nous devons avoir aussi au téléphone le coach de Asco de Kara, puisqu'il y a aussi des scènes de violence hier à Notchen. Wadja est là, le coach Wadja, bonjour. Alors, vous étiez à Notchen hier, vous jouez donc les Anges de Notchen, vous avez été battu, mais à la fin, il y a eu aussi des scènes de violence où vos supporters, et puis dans le cas des Anges aussi, il y a eu quand même des blessés. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous, de votre côté, finalement? Oui. Et quelques minutes après, il y a eu un pénalty, je ne sais pas comment le qualifier parce que un défenseur du coup veut prendre beaucoup de défenseurs et le match est bien passé.
puis après, encore, il faut suivre l'attaquant qui est derrière lui. Donc, voilà. Après, ils sont encore un petit peu pour un carton rouge. Un carton rouge qui a donné un dimanche soir la gauche. Parce qu'il était le plus proche de la partie là, il a pris un carton rouge. Parce que le gars, il était pas chercher à faire le gars de handicapé la faute. Et après, il donne un carton rouge à mon joueur. Et voilà. Donc, bon, après, on était réactifs. Oui. Après, bon, voilà, après le match, bien que les sponsors de Hanche ont perdu beaucoup de sponsors de Sako, pas commencer les patronales, pour les sponsors comme on dit, dans les sommeils. Et il y a un qui est tombé au sol. C'est vraiment, on prenait le truc pour le spectacle au sol, mais pas comment on s'appelle la noix de poil. Donc, bon, voilà, il y a un joueur, on va dire, qui au niveau de son gars, et un peu derrière, il a donné un coup à la tête avec le tien. Donc, on est compris. On a la première, on a le coup par après. Là, au début de ce match, ça n'est pas fini. On l'a vu, on fait là, je pense qu'il y a un pouvoir. Alors, quand il y a un rapport quand même du réseau de la communication du club Ange qui circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin, alors quand on fait les comptes, notre confrère nous dit qu'au niveau des Anges de Notiens, il y a un blessé, un joueur qui est blessé à la tête, il y a 3 blessés légers, il y a une autre personne qui a été poignardée d'un couteau au ventre. Au niveau de la foule. Alors, du côté de Asco, il y a 2 supporters qui sont blessés à la tête et puis à la main. Est-ce que, Wadel Antam, est-ce que c'est pas une situation un petit peu compliquée pour vous aujourd'hui? Oui, si. D'accord. D'accord, très bien. Wadel Antam, merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Et dans la foulée, la Fédération togolaise de football a sorti ce matin un communiqué relatif donc à ces cas de violence sur les stades. Le communiqué mentionne que ce week-end donc ont été disputés les matchs de la 20e journée et de la 19e journée au niveau de la D2. Si dans l'ensemble les rencontres se sont déroulées dans un bon climat, des violences ayant occasionné des blessés ont été signalés sur certains stades. Le comité exécutif de la Fédération de football condamne avec la dernière rigueur ces violences et présente sa compassion aux blessés. Alors, la commission de discipline sera saisie des cas de violence enregistrés sur les stades, conformément donc au règlement de la FTF. Toutefois, tout individu identifié comme auteur de violence sera mis à la disposition de la justice. C'est ce que écrit donc le secrétariat de la Fédération. Michel Talia, est-ce que les démons de la violence sont de retour dans le football togolais? Il n'était pas très loin. Ah. Il n'était pas très loin. Je pense qu'il y a de cela quelques années, on a connu des scènes de violence inouïes. Et vous vous rappelez, le ministre de la Sécurité, c'est lui qui est encore en place, le colonel Yak et les responsables de la fédération à l'époque s'étaient en tout cas réunis pour prendre des dispositions pour faire en sorte que ces genres de situations ne se répètent plus sur nos terrains. Parce que le week-end, les gens, juste le temps de se recréer en allant au stade, et ce n'est pas possible que vous reveniez avec une crâne fracassée. Et le football, c'est une fête. En tout cas, c'est comme ça, moi je le conçois. C'est une fête. On va pour rire, pour avoir de beaux spectacles et revenir.
et revenir avec un bras cassé parce qu'on est allé assister à un match de football, ça n'a pas de sens. Moi, je dis une chose, au-delà de ce communiqué que tu viens de lire, moi, je ne me contente pas de ça. Aujourd'hui, je pense à l'époque, le colonel Yak, ils avaient quand même un dispositif qui permettait d'identifier les fauteurs de troubles. Il ne faut pas qu'on nous trompe encore aujourd'hui, qu'on nous dise autre chose. Que ce soit à Nié et à Noche. Je pense que les forces de sécurité, quelqu'un le disait tantôt, c'est des gens qui ont vraiment qui travaillent avec un professionnalisme donné et ils ont quand même la possibilité d'identifier ces gens-là qui peut-être vous voyez que le championnat est en train de tirer à sa fin. Oui. Parce qu'au début, il n'y avait pas de problème. Donc ceux qui ont des entreprises monstres pour le football, il faut les traquer et les punir sévèrement pour décourager des frontières candidats. Parce que si chaque fois, s'il faut se contenter juste d'un communiqué condamné avec des nerfs vigueur et ça s'arrête là, je pense que ces esprits malins qui se donnent ce vilain plaisir de créer la psychose et la désolation au sein des joueurs et des supporters, oui. Il faut quand même leur montrer que le Togo n'a plus besoin de temps pour s'occuper de ces genres de situations. Vous posez un acte vilain, on vous colle, la loi est là, tout est là. On vous colle la loi conformément au degré de votre faute. Et donc, moi je dis, nous sommes vers la fin on tire vers la fin du championnat. Certainement des gens ne sont pas... qui peuvent aussi expliquer. Oui, il y a certains des clubs qui vont être relégués. Et donc, bon, les gens créent des situations pour mettre en difficulté la fédération, pour mettre en difficulté les forces de l'ordre qui jusque-là font un travail remarquable. Je pense que la relevée, Ouadja l'entame aussi, Ademi l'a dit aussi. On ne peut pas affecter les forces de sécurité, les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre et que bon, les gens délibérément, quand c'est vrai que c'est une seule voix, un seul son, ce que Amavi Patatou a dit, s'il faut s'en tenir à ça, ça veut dire que, mais quelque part les gens ne sont pas tout contents que leur équipe est en train de perdre et de surcroît qu'il y a des joueurs qui sont blessés. Mais le football reste le football, hein. Oui. Et donc il faut quand même supporter, souffrir que votre équipe gagne aujourd'hui ou perde. Et demain peut-être... C'est un jeu. C'est un jeu. Et c'est de l'amusement. Moi je dis, avant que le football ne soit une entreprise lucrative, c'est d'abord un jeu, un plaisir de vivre des moments fantastiques. Et que s'il y a des gens se comportent de la sorte, je pense que il faut quand même que le ministère de la Sécurité sévisse. Ces gens, ces voyous, je vais les identifier, c'est des voyous en fait, ce qui s'adonnent à ces genres de trucs. Ils n'ont rien à faire, ils pensent que c'est l'occasion pour eux de se dévouer. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Puis rien c'est pas eux qui jouent. Ceux qui rentrent sur le terrain, c'est pas eux qui jouent. Ça veut dire que c'est des badauds, des gens qui profitent du football pour peut-être exprimer autre état d'âme que nous ne maîtrisons pas. Et donc, la loi est là pour les scotcher. Et c'est clair et net. Jacques Takouti, qu'est-ce que cela vous inspire, ces cas de violence qui sont de retour, il faut le dire, sur nos pelouses finalement? En fait, cela dénote du degré d'intolérance auquel nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un match de football, qu'un compatriote puisse poignarder son frère. Oui. Selon le communiqué que vous venez de dire. Au niveau des dirigeants justement, c'est quand même c'est extrêmement grave qu'on s'adonne à ce genre de choses. Donc ce qui veut dire que la sensibilisation tous les jours que les ONG font, le gouvernement par rapport à la tolérance, ce qui veut dire que nous sommes en train de taper dans l'eau. Le message qui est à passer. Le message ne passe pas. Et c'est dangereux pour notre pays. On ne peut pas quand même aller à un match de football et revenir par exemple blessé, avoir par exemple la mâchoire cassée. Je crois que quelque part il est important que les uns et les autres puissent redoubler encore d'ardeur
sur la sensibilisation. Et c'est que mon confrère Michel parlait du dispositif que le ministre Yark avait pris. Mais en même temps, il y a des faits aussi qu'il faut relever. Pour un match, voilà, il n'y a qu'une dizaine de forces de sécurité, une quinzaine, qui en réalité, s'il y a grabuge, ils ne peuvent pas contrôler la situation. Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu un peu les images circuler sur les réseaux sociaux. Vous sentez qu'à un moment donné, les forces de l'ordre aussi étaient un peu dépassés. Ils étaient dépassés, oui, parce qu'ils n'étaient pas en nombre suffisant pour pouvoir encadrer les supporters. Mais une fois encore, vous savez, le football c'est un jeu comme on l'a dit. On ne peut pas quitter notre maison. Par exemple, on travaille pendant 5 jours et le 7e jour on se dit bon, on va se défouler un peu avant de reprendre le lundi, oui, qu'on revienne encore à la maison blessé et qu'on n'ait même plus envie d'aller encore suivre un match de football. En fait, tout le problème est là. Je crois que Michel a trouvé le nœud du problème, c'est que certains ont vu qu'à la fin du championnat, peut-être qu'ils ne pourront pas remonter, ils vont redescendre. Donc il faut tout faire pour qu'on puisse créer une situation à laquelle finalement on dira nous tous nous sommes des fautifs. En fait, c'est ce qui se passe. On ne peut pas imaginer que le témoignage que Wadja vient de donner, qu'on dise que quelqu'un est retombé sur la face et que l'autre vienne le sauver et qu'à la fin finalement, et c'est l'autre dit encore celui qui est venu sauver devient maintenant la cible des autres. Oui. Nick, c'est extrêmement grave. Et c'est grave. C'est pourquoi je dis une fois encore, le degré d'intolérance dans notre pays est en train de prendre des proportions un peu difficiles. Et ça fait peur également. Et c'est en ça qu'on assiste, vous allez voir, dès qu'on arrête par exemple un voleur, vous voyez ce qui se passe. Oui, c'est la vie populaire. C'est vrai que ce que font les voleurs aussi, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Mais dès qu'on arrête quelqu'un aujourd'hui qui a volé ne serait-ce qu'une bûchette d'allumettes, on le brûle. Je crois que quelque part, il est important que lorsque ces faits se passent, qu'on soit patient pour pouvoir régler nos différends, au lieu de passer par exemple à tabac ou poignarder les gens par les couteaux. Et puis, comment le contrôle se fait également au niveau des stades? Est-ce que tout le monde rentre comme ça, sans contrôle? C'est vrai qu'il y a des stades où ce n'est pas clôturé, mais les stades dont on vient de citer quand même, je crois que c'est des stades clôturés. Il faut quand même fouiller les gens avant que les gens n'entrent dans les stades. Alors finalement, on s'interroge sur les germes de la violence. Et on évoquait tout à l'heure à la fin de saison, il y a des clubs qui vont être relégués. Et donc, voilà, on crée un petit peu de la zizanie. Mais pour d'autres analystes également, c'est parce qu'au tout début de la saison, la Fédération de football a laissé faire. Il y a eu des cas de violence, mais la sanction n'était pas appropriée. C'est ce qui a laissé libre cours à certains. On dit, bon, comme on n'a pas sanctionné Kofi dans le temps, quand je le fais, on ne me sanctionnera pas. Vous savez, là où moi j'avais commencé par avoir peur par rapport au stade, c'est quand, entre-temps, les forces de l'ordre aussi avaient eu de ces grabuges. Ah oui, la police et la gendarmerie. La police et la gendarmerie. Depuis ce jour, je me suis dit, mais attention, si au niveau de la gendarmerie et la police, eux aussi se prêtent à ce jeu, mais imaginez les civils. Parce qu'eux, ils étaient censés donner l'exemple à nous les civils. Si eux, en tant que corps habillé, ils se prêtent également à ce jeu, donc ce qui veut dire que le football c'est grave. C'est depuis ce jour-là que je me suis dit attention, au Togo nous sommes en train de courir un danger sur effectivement nos stades et sur les matchs. Aujourd'hui vous allez voir même que lorsqu'un arbitre est en train d'arbitrer par exemple un match, et s'il ne siffle pas peut-être pour tel camp, on s'en prend à lui. La preuve encore a été faite la fois passée. Si les forces de l'ordre n'étaient pas là pour encadrer par exemple ce pauvre arbitre, peut-être on allait lui tuer la vie. Donc je crois qu'aujourd'hui il est important qu'on puisse redoubler encore d'efforts par rapport à la sensibilisation et qu'on dise à tous les supporters qui vont à ce stade et que les gens comprennent que dans un match, il y a toujours quelqu'un qui va gagner, il y a quelqu'un également qui va perdre. Et dans un championnat, il y a ceux qui vont remonter et ceux qui vont également redescendre. Donc il faut que si on a cette notion, accepter tout. Ou bien sûr, si on a cette notion du football, mais imaginez un Paris Saint-Germain qui va à Barcelone, qui avait l'espoir de passer, et finalement on arrive à les battre encore 6-1. Mais je vous dis que si c'était en Afrique, attention, ça allait chauffer. Ça, il fallait s'attendre à des coups.
Ah, mais les gens... On accuse l'arbitre d'avoir faussé le jeu. Je vous dis que si c'était en Afrique, ou particulièrement chez nous dans notre pays, et qu'on a joué ce match, l'arbitre n'allait pas sortir. Vivant. L'arbitre n'allait pas sortir vivant. Ni également les Barcelonais également n'allaient pas sortir simplement comme ça. Il y aura également des blessés. Donc les gens ont compris qu'après tout, le football, c'est un jeu. Il faut toujours un gagnant et il faut également un perdant. Donc, et l'autre aspect également, c'est au niveau de la Fédération togolaise de football. Il y a des choses également à revoir au niveau de cette fédération. Parce que on apprend des choses qu'il faut que cette fédération-là puisse réorganiser. Parce que s'il y a une sanction, par exemple, à infliger à quelqu'un, il faut l'infliger. Il ne faut pas faire demi-mesure. C'est comme si on inflige les sanctions sur le visage ou au dos du client. Donc il faut faire les choses méthodiquement et que quand vous sanctionnez, et demain vous voulez sanctionner l'autre équipe, les autres également seront d'accord parce que la sanction que vous devez appliquer à l'autre, ils ont vu, et demain si vous l'appliquez, eux aussi seront d'accord. Alors, Michel, il faut une fermeté finalement. Bon, comme on l'a dit, certains pensaient que comme au début on ne sanctionnait pas trop, ou quand des gens ont posé les mêmes actes, ils n'ont pas été sanctionnés, donc nous aussi on peut le faire allègrement. La fédération a-t-elle été finalement passive dès le début et elle est rattrapée aujourd'hui par cette passivité? Mais je ne vois pas pourquoi elle devait être passive au début. Parce que, rappelez-vous, quand le colonel Apovi arrivait, nous sommes de ceux-là qui ont cru en lui, qui ont pensé qu'avec sa poursuite de militaire, ajouté au fait qu'il connaît beaucoup le milieu de football, bon, il allait quand même être au-dessus de la mêlée et vraiment discipliner tout le monde. Pas avec peut-être la dose militaire, mais discipliner les gens, dire que faire en sorte que l'ordre règne au niveau du football, du Togo, au niveau des équipes et autres. C'est pourquoi moi je n'ai pas compris pourquoi, parce que l'un des problèmes majeurs qui ont conduit en tout cas notre football vers l'abîme au temps du député Gabriel Ami, c'était le fait que on y avait laissé aller terrible. Vous vous rappelez? On parle d'apaisement. Non, on ne peut pas faire l'apaisement n'importe comment. Parce que demain là, cette politique-là, je pense que au temps d'Ami, il y avait vraiment un problème énorme par rapport aux sanctions, parce que tel est Ami à Gabriel Ami, telle équipe tel est le président de tel club Ami, et il y avait un laxisme, il y avait un laisser-aller. À ce temps-là, tout le monde avait quand même convenu que mais on en faisait trop. Et je pense que le colonel allait tirer les leçons par rapport à ça, faire en sorte que même si quelqu'un peut être son cousin, mais si il dirige une équipe qui se comporte mal, mais il faut frapper. Pour que demain, les autres comprennent que on n'est pas là, c'est pas du copinage, mais c'est que le football, c'est un truc sérieux, et ça se fait avec des gens sérieux. C'est pourquoi moi je dis que, on dit que il y a les forces de l'ordre qui étaient très très vite débordées, mais quand même, le football c'est un jeu. Et on ne peut pas dégarnir les camps de gendarmerie, de police les dimanches parce qu'on joue, non. Je pense que la dizaine de forces de sécurité de l'ordre qu'on déploie le plus souvent, c'est juste pour que s'il y a peut-être de petites bousculades qui puissent quand même... D'abord, même leur présence est une dissuasion pour permettre de décourager les petits. Là, on voit que ça décourage personne. Mais non, ça a marché pendant quand même un temps. C'est juste... Hier, ce n'est pas nié à Notier seulement qu'on a joué. On a joué sur beaucoup de stades. Mais voilà que c'est... Ça veut dire que c'est à des endroits où il faut quand même continuer la sensibilisation, parce que, on le dit, le message n'est pas passé, mais il est passé, mais pas partout. Par endroit, il faut quand même continuer la fédération. C'est son rôle de continuer régulièrement à sensibiliser les présidents de club, les présidents des supporters, pour que les stades quand même puissent être en tout cas sécurisés, pour, non seulement pour les joueurs, mais pour ceux qui sont venus pour faire le match. Merci beaucoup Michel Tchadia. Nous allons marquer une pause pour le journal.
Et juste après, nous allons parler économie avec la fusion annoncée de l'UTB de la BTCI. Objectif selon les autorités, renforcer les fonds propres et la solvabilité beaucoup plus des banques. Nous parlerons également de ce changement intervenu à la tête de certaines institutions. Faure Gnassingbé procède à un mini remaniement technique du gouvernement togolais. Un nouveau ministre, Atigbe Iou, et le retour de Ingrid Awade, plus discrète à la dosie. Elle vient en force, il faut le dire, à la Caisse nationale de sécurité sociale. On marque la pause pour le journal avec Amen Assignon. On revient dans une quinzaine de minutes. Deuxième partie de Taxi Presse avec Michel Tchadia et Jacques Diakouti. Nous allons parler politique avec le Conseil des ministres de vendredi dernier où on a noté quelques changements. Des changements également à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale. On enregistre donc un nouveau patron, Ingrid Awade, qui quitte donc la DOSI. Et puis un nouveau ministre qui intègre donc le gouvernement, l'ancien directeur de l'UTB, Atigbe Iou. Michel, un nouveau ministre, c'est ce remaniement que vous attendez, puisque vous avez à plusieurs reprises annoncé en confidentiel un remaniement ministériel. Non, ça on ne peut pas parler de remaniement. On a juste trouvé une chaise à quelqu'un auprès des autres de l'équipe Classou. Ce n'est pas un remaniement, ça c'est juste un réajustement. Peut-être pour certaines raisons. Vous savez que ce monsieur, depuis qu'il a quitté l'UTB, les rumeurs ont couru qu'il devait déposer ses valises à la Caisse nationale de sécurité. Ça n'a pas été le cas. Bon, aujourd'hui que cette institution a une nouvelle patronne, je pense que le chef de l'État peut-être a pensé le réorienter ailleurs, notamment en lui donnant une chaise auprès de lui. C'est comme ça que vous allez dire dans le gouvernement. Sinon ça, on ne peut pas qualifier cela de remaniement. C'est comme vous allez me dire que vous savez, on a longtemps dit qu'on voulait le rapport de la gestion de la CAN 2013. Et entre-temps, il y a eu des gymnastiques quelque part au niveau de l'ancien ministère des Sports, comme quoi c'est un rapport, mais ça n'a pas. On ne peut pas dire qu'on a fait un rapport au Petit Togolais par rapport à la gestion de la CAN 2013. Donc, autant, ce n'est pas un remaniement, c'est un réajustement, parce que, quelque part, il faut comprendre que la ministre de l'Exim avait trop au cou aussi. Oui, beaucoup de départements qu'elle, vraiment, elle en avait trop sous les bras, il fallait quand même la décharger un peu. Et donc, l'industrie et le tourisme sont allés à Iou, qui a fait ses preuves dans ce pays. C'est un monsieur qui a quand même fait de grandes choses. Aujourd'hui, je pense que c'est un couronnement, le fait de le mettre, de le coller un portefeuille au niveau du gouvernement. Je pense que c'est un couronnement. C'est peut-être le chef de l'État a voulu peut-être l'utiliser ailleurs, beaucoup plus proche de lui, en lui confiant l'industrie et le tourisme. Lui qui avait été débarqué au niveau de l'UTB il y a plusieurs mois maintenant. Oui, mais je pense que c'était lui qui avait aussi dirigé le Togo Télécom, je pense, à l'époque. Je pense que c'était lui. Et pendant longtemps, il a dirigé Togo Télécom. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même fait montre de certaines disponibilités par rapport à la gestion, en tout cas, des entreprises à un niveau beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, bon vent à lui dans ce département. Et c'est vrai que on a le bruit avec Kouri qui devait être à la caisse. Heureusement, c'est une dame qu'on connaît, les Togolais connaissent aussi. Si vous voulez, on revient beaucoup plus sur le cas de Ingrid Awade tout à l'heure. Par rapport à ce nouveau ministre, finalement, Jacques Diakouti, est-ce que Faure Gnassingbé nous démontre qu'il n'y a que lui seul qui dirige, personne d'autre, même si on annonce des remaniements au niveau du gouvernement, il y en a même qui sont allés jusqu'à dire que Classo Selom sera débarqué, donc avec lui l'ensemble du gouvernement. Faure Gnassingbé montre aujourd'hui que je suis seul maître à bord et c'est moi qui décide de ce que je vais faire. Vous savez, depuis son accession à la magistrature suprême,
vous savez, le remaniement gouvernemental est l'exercice le plus difficile pour le président de la République, Faure Gnassingbé. Il est souvent difficile de voir le président changer un gouvernement. Ça, c'est un exercice le plus difficile que le président arrive à faire. Et puis, lorsque les populations crient, que les médias également écrivent et que les radios en parlent, vous voyez que ça n'émeut personne. Vendredi, la plupart des compatriotes étaient devant leurs petits écrans. Toujours, quand vous voyez le directeur de la TVT toujours apparaître sur les écrans, les gens se disent qu'il y a une nouvelle. Mais finalement, effectivement, quand il avait commencé par citer les articles de la composition du gouvernement, de la nomination du Premier ministre, tout ça, là, les gens attendaient qu'on dise, bon, le gouvernement a démissionné. Mais à la fin, on a dit non, bon, que on vient de nommer un ministre du tourisme et de l'industrie. C'est là que les gens ont poussé des jurons, les gens se sont dit, bon, quelle est déception. Les gens étaient déçus. Mais vous savez, le président de la République, c'est lui seul qui sait ce qu'il veut pour le peuple, où il veut aller avec ses décisions, parce qu'il est le seul élu. Il a été élu à la magistrature suprême et lui nomme les autres. Donc si aujourd'hui nous en tant que citoyens on dit qu'il faut changer et au même moment celui qui a la décision de le faire n'arrive pas à changer, nous sommes les observateurs, on va toujours parler, on dira ce qu'il faut faire, mais le dernier mot appartient à celui qui nomme. Oui, mais en même temps, est-ce que ça ne pose pas un petit souci là? Pendant des mois, on a quand même remarqué que sur certains aspects de la société ou dans certains recoins presque de la société, il y a des petits soucis. On a vu ces dernières semaines la grève au niveau des enseignants et les élèves qui étaient dans la rue, le front social qui était presque en ébullition, la contestation était aussi là. Même au plan politique, il y a des petits soucis à gérer. Et donc, beaucoup imaginaient qu'il va y avoir un changement et des confrères l'ont annoncé clairement qu'il y a un remaniement ministériel qui sera profond, même on va balayer même ce gouvernement. Il y en a qui ont appelé à ça. Et qu'un soir, il n'y a qu'une chaise qu'on a trouvée pour un autre ministre. Donc, le gouvernement a été un petit peu grossi et c'est tout. Est-ce que ça ne pose pas un petit souci? C'est ce que je disais, Eric. Ça dit que c'est le propriétaire du pantalon qui peut savoir si son pantalon peut contenir par exemple des pièces et des billets. Oui, vous comprenez? C'est-à-dire que le pantalon que je porte, si je sais que ce pantalon-là peut contenir des billets, je le sais. Si c'est des pièces, je le saurai également. Donc c'est pour vous dire que la seule personne, c'est le président Faure Gnassingbé. Si nous, on s'attendait à ce qu'on puisse remanier le gouvernement, jusqu'à même aller changer par exemple le poste de Premier ministre, comme certains l'avaient écrit, certains l'avaient dit, et qu'au finish, on sente que non, rien n'était de tout ça. C'est-à-dire que c'est une chaise entre-temps qu'on avait retirée, on a ramené, on a dépoussiéré la chaise, on l'a encore remis à sa place. Et on a dit, bon, toi, assois-toi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, la chaise y était. C'est-à-dire, on avait le ministère du tourisme et de l'industrie. Mais c'est parce qu'entre-temps, on a vu que non, il n'y avait pas de place. On a retiré la chaise. Finalement, on a élargi une fois encore la table et finalement, on a tiré la chaise. On a dit, bon, à quelqu'un de s'asseoir. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce qui est important aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est à l'œuvre qu'on reconnaîtra ce qu'on a nommé à ce poste. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la plupart des pays aujourd'hui se développent grâce au tourisme. Oui. Et aujourd'hui, au Togo, nous avons beaucoup de potentialités par rapport à ce tourisme. On a vu que depuis que ce ministère a été rattaché à Madame Legizim, on a vu qu'elle n'avait pas assez de temps. Elle était seulement préoccupée par rapport au commerce. Et parlant de ce tourisme et de l'industrie, la dame était trop chargée. Donc aujourd'hui, on l'a déchargée. Je crois que celui qu'on a nommé là-bas, c'est pas un novice. Il a dirigé l'UTB, il a dirigé dans le temps Togo Télécom. Et bon, on sait qu'il a quand même des bagages. Je ne sais pas quel est son bagage par rapport à quel diplôme il a par rapport au tourisme. Mais j'espère qu'il pourra quand même aider à ce que notre tourisme puisse se développer. En tout cas, au niveau du tourisme, il y a quand même des cadres de ce ministère-là qui sont là. Donc, techniquement, on pourra l'aider
à avancer. Michel, ce gouvernement, vous continuerez par le dire, il faut qu'on le change. Non, ça c'est... Et Ford même le sait, c'est que ce gouvernement... Non, vous êtes sûr qu'il le sait? Non, il le sait. S'il le sait, il le sait, mais non, attends, ajouter une autre chaise. Attends, Jacques le disait, je pense que lui seul, il sait à quel moment il va agir. Mais dans tous les cas, l'opinion, il a ses services, nous sommes dans un pays où il y a plus de surveillants que d'hommes à surveiller. Il sait que l'opinion ne porte pas dans son cœur ce gouvernement. Il le sait. Mais lui... Non, je crois pas. Non, il le sait. Mais lui, il a une façon de voir. Il est en haut, il a une façon de nous voir en bas. Mais nous, on a aussi une manière de le voir en haut avec ses ministres. Et nous, en tant que ces administrés, que nous avons des attentes, nous avons des espoirs qu'on émet tout le temps et que, mais à un moment donné, il doit comprendre que, bon, qu'est-ce qu'il faut pour ces gens-là? Et moi, je me dis que il sait que les gens ne portent pas beaucoup dans leur cœur ce gouvernement actuel. Il le sait. Mais lui, il a peut-être un autre objectif. Comme Jacques le disait, c'est lui qui est élu et nous croisons les droits pour le regarder. Mais cela ne nous empêche pas de nous dire que nous ne sommes pas d'accord par rapport à la manière dont nous sommes conduits. Nous avons ce privilège de le dire. Même si, en tant que chef d'État, il a sa façon de voir. Ce gouvernement actuel ne tient pas, il le sait. Il le sait. Il a des conseillers qui lui disent, s'il a le temps de les écouter, que non, il y a certains ministres qui flottent actuellement. Celui qui vient d'arriver, il a des compétences, il a fait des preuves sur le terrain, nous n'avons rien contre lui, nous allons voir comment il va gérer surtout le ministère du Tourisme, parce que nous avons des potentialités, que les hôtels, vous avez ces dernières années, tout ce qui a été fait par rapport au côté hôtelier, oui, pour assurer la sécurité. On s'étonnait même qu'il n'y ait pas de ministère du tourisme en tant que tel. En tant que tel. Alors que le tourisme, c'est ce qui donne. Et aujourd'hui, moi je suis très heureux de constater qu'il y a quand même quelqu'un qui a maintenant le portefeuille du tourisme. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, ces derniers moments, il y a dans nos murs des étrangers qui atterrissent tout le temps. À partir de notre conférence sur sécurité maritime, où nous avons la sécurité à marcher 10 sur 10, et où les étrangers qui étaient là ont pu vaquer à leurs occupations, ont pu travailler dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les gens font confiance au Togo. Il faut capitaliser sur ça. Et donc, il faut rassurer les gens. Il faut quand même quelqu'un pour quand même faire en sorte que ceux qui ont envie de venir investir dans notre pays, ceux qui ont envie de venir voir notre pays, arrivent. Parce que ça peut faire gagner les émigrants qui est sur sa moto, ça peut faire gagner l'hôtelier, tout ça là. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir un ministre du tourisme. Mais maintenant, oui, par rapport à ce que, vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un, il nous a prouvé 12 ans qu'il nous gouverne, que c'est un chef d'État qu'on ne presse pas. Il va à son rythme. Il fait tellement confiance au temps. En 12 ans, quand même, on a appris à connaître comment Faure Gnassingbé nous gouverne. Il fait tellement confiance au temps, il fait durer les choses, les gens peuvent tout dire, et c'est à la dernière minute. Mais les gens, on le connaît pour ça. Ce gouvernement, vous allez voir, aujourd'hui, c'est vrai que, ça veut dire que les gens... Il ne changerait pas ce gouvernement. Tant que vous le direz, lui ne changerait pas. Mais nous allons continuer à le dire. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous avons notre façon de voir. Nous lui disons que le gouvernement là ne tient pas. Il y a des ministres qui flottent, qui n'arrivent pas à donner satisfaction à leurs concitoyens. Il y a des ministres qui aujourd'hui, de par leur physionomie seulement, vraiment créent des problèmes je ne sais pas comment le dire. De par leur physionomie, il y a des gens qui sont remontés contre Faure Gnassingbé. C'est pas que Faure Gnassingbé
est un président qui ne fait pas de bonnes choses. Ce n'est pas parce que il ne pense pas à son peuple, mais il a des collaborateurs qui ne plaisent pas aux populations. Mais lui, ça peut le servir. Mais attends, aujourd'hui ça peut marcher pour Faure, mais demain ça peut ne pas marcher pour lui. Tout juste parce qu'il a maintenu en poste des ministres impopulaires. Et aujourd'hui dans l'opinion c'est ça. Il y a des ministres très impopulaires. Et Faure Gnassingbé traîne avec eux. On ne sait pas jusqu'où. Mais moi je suis confiant sur d'une chose. Il va les débarquer un jour ou l'autre. Ça, soyez-en rassurés. D'accord, très bien. Alors, autre nomination qui fait parler ces dernières heures, c'est celle de l'ancienne patron, n'est-ce pas, des impôts, qui entre-temps a trouvé une place au niveau de la DOSI. Et elle était à la DOSI un petit peu discrète, hein, à part quelques éclaircies dans sa vie avec des sorties sur le terrain. Elle a été visible quand même, hein, au départ de Gapéry, vous l'avez remarqué, hein, à la cérémonie de passation des charges. Aujourd'hui, Ingrid Awadé était la mission au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale pour remplacer donc Kofi Wala. Bon, vous savez que les rumeurs avaient circulé entre-temps du fait que c'est M. Iou qui devait remplacer M. Wala, oui. Mais que ce dernier s'obtenait à partir. Il paraît que les tractations ont été faites pour que on puisse le déloger. Il a refusé parce que les informations qu'on avait reçues, Iou était nommé par le conseil d'administration. Et M. Wala a dit lui ne peut pas tenir compte de ça si ce n'est pas un décret présidentiel qui confirme la nomination de l'autre. Vous avez vu que cela a tellement perduré et c'est vendredi dernier, un conseil des ministres, qu'on a finalement pris le décret pour nommer Madame Ingrid Awadé à ce poste. Vous savez, la Caisse nationale de sécurité sociale souffre depuis. Pour ceux qui ont déclaré leurs enfants, vous savez, un enfant, vous prenez combien? C'est 2000 francs que vous prenez. Et le mois? Non, pas, je crois que c'est le trimestre ou bien le semestre, c'est 2000 par enfant. Et puis ça aussi, ça tombe rarement. Moi, je peux vous dire combien j'ai pris encore pour mes enfants, je ne me souviens plus. Donc c'est pour vous dire que vous cotisez, mais à la fin, c'est des problèmes. Donc je crois que si, connaissant les talents de cette femme, si elle peut vraiment redynamiser la Caisse nationale de sécurité sociale par ses prestations, cela pourra vraiment aider. Mais l'autre aspect de la chose, c'est que, vous savez, notre pays regorge aussi beaucoup de jeunes talents. Hein. Si ce n'est pas seulement au sein du parti UNIR, il y a également au sein de la société civile qu'on peut également coopter pour aider, et ne serait-ce que pour faire l'expérience également. Mais ce que nous constatons, c'est les mêmes qui vont et qui reviennent. Aujourd'hui, s'ils ne prennent pas par exemple le bateau, demain c'est l'avion. Si ce n'est pas l'avion, bon, peut-être qu'ils prennent la voiture. C'est finalement un rôle de chaise musicale au sommet de l'État. Ouais, on prend X, on le met à la place de Y, on prend Y, on le met à la place de B. C'est là que ça gêne, parce qu'on se dit, mais jusqu'à quand on va faire également la promotion de cette jeunesse? Pour reconnaître que UNIR regorge de beaucoup de talents, beaucoup de jeunes qui sont là, qui n'ont jamais fait l'expérience. Mais les gens sont là, ils ont leur bagage, ils ont leur diplôme, mais on ne les utilise pas. Je crois qu'il est temps que, au niveau du sommet de l'État, qu'on puisse quand même faire la promotion de cette jeunesse. Aujourd'hui, vous allez voir, entre-temps, le ministre Doucet avait lancé ce qu'on appelle un clin d'œil vers la diaspora, de revenir pour investir. Certains sont revenus, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plupart sont repartis. Parce qu'ils ont vu que les conditions et comment faudrait-il vraiment travailler, les conditions ne sont pas réunies. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut changer, c'est vrai qu'il faut redynamiser, mais il faut également injecter du sang neuf dans ce que nous sommes en train de faire. On ne dit pas que ceux qui sont là ne travaillent pas, ils travaillent. Ils travaillent, quoi qu'on dise. Et puis, vous savez, quand vous avez par exemple des jeunes qui sortent des écoles, qui ont leur diplôme, et finalement on ne les utilise pas, finalement on ne les emploie pas, il faut souvent vous attendre à ce genre de soulèvement et de mécontentement. On a parlé tout à l'heure des problèmes qui surgissent au niveau du stade. Je disais entre-temps qu'au fait c'est le degré de tolérance, parce que les gens sont là aujourd'hui, ils veulent trouver une petite faille
pour démontrer, déverser leur colère, alors que c'est ce qui n'est pas bon. Vous voyez, donc c'est vrai que ces mutations, ces changements, c'est une très bonne chose, mais il faut également faire la promotion de cette jeunesse-là qui est là. On pourra dire non, que la jeunesse, ils ne sont pas expérimentés, mais ils sont expérimentés. Hein? Il faut les essayer. Il faut les essayer. Il faut essayer cette jeunesse-là pour voir. Parfait. C'est vrai qu'à l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Faure Gnassingbé, il avait essayé avec certains jeunes. Il avait nommé certains à des postes. Je prends quelqu'un comme Chamsi. Il y avait beaucoup de jeunes qu'on avait nommés. Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on a vu que la plupart de ceux qui sont là, c'est des barons qui étaient dans le RPT et qui tiennent aujourd'hui les câbles. Qui sont revenus. Michel, quand on parcourt les journaux, le confrère Liberté évoque le cas d'Ingrid Awade comme presque la seule personne aujourd'hui capable de déloger Kofi Iweala, qui a quand même duré au niveau de la caisse. Beaucoup de confrères, en citant ceux qui sont à leur poste des années, qui sont allés à la retraite et qui ne partent pas, le nom qui vient tout de suite, c'est Kofi Iweala. Aujourd'hui, Ingrid Awade semble avoir le mérite de déloger ce monsieur, encore que elle a été nommée par le chef de l'État. Mais le fait que ce soit les mêmes personnes qui quittent, qui reviennent à des postes, on change des pions juste, est-ce que ce n'est pas ce que le confrère, le collecteur a écrit ce matin comme étant un indicateur de l'usure du pouvoir, qu'il n'y a plus d'autres personnes pour changer? C'est ceux-là qui étaient là depuis des années. C'est Faure Gnassingbé qui a été élu pour une troisième fois en 2015. Oui. C'est lui qui nomme, malheureusement. C'est lui qui nomme. Au temps de son papa, je pense que tu connais bien les collaborateurs du général Eyadema. Oui. C'était les mêmes à chaque remaniement. C'était les mêmes. Bon, on se pose beaucoup de questions. Peut-être c'est ça aussi le pouvoir. Parce que, bon, sans pour autant critiquer les compétences de ceux-là qu'on nomme, on aurait souhaité que ça aille dans d'autres maisons, comme on le dit chez nous. Parce que d'autres sont à l'école aussi. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Il y a des gens qui ont vraiment... Mais, vous savez, le pouvoir reste le pouvoir. Faure Gnassingbé, c'est lui qui sait qu'il peut utiliser à tel poste. Madame Ingrid Awade, c'est une dame que les Togolais, beaucoup de Togolais connaissent, qui parle par ses compétences, qui a fait, je pense, les impôts, avant les impôts, parce qu'elle était dans les bourses de valeur, et après elle a fait la DOSI qu'elle a vraiment réorganisé. Ça, il faut la reconnaître, elle a réorganisé ce secteur qui était vraiment à l'abandon. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, le fait de la propulser à la Caisse nationale de sécurité sociale, tout dépend de ce que veut le chef de l'État. Moi, je n'ai pas... C'est une dame qui a les compétences avérées. Mais maintenant, il y a une seule personne qui nomme à ce poste-là, et c'est le chef de l'État. Oui, mais en même temps, est-ce que ça ne choque pas quand on lit mais ça doit, oui, ça doit choquer, puisqu'on se dit les mêmes personnes. Bon, ça veut dire que c'est pourquoi à un moment donné, on se demande, il n'y a que certaines familles au Togo. On voit quand même des frustrations vraiment à l'intérieur du parti, mais que les gens ont du mal peut-être à extérioriser. Qui disait que est-ce que c'est elle qui a le mérite de déloger l'ancien ministre Kofi Iweala? Mais est-ce que c'est elle qui l'a délogé? Ce n'est pas elle. Je pense que le gars est à la retraite il y a près de 20 ans, mais qu'il est là-bas, et que ce soit dans ces RPT ou aujourd'hui unis, il y a des gens qui pouvaient valablement, mais vous avez l'impression que cette boîte a un secret, cette boîte de la Caisse de sécurité sociale, vous avez l'impression qu'il y a un secret gardé jalousement comme le code de la valise nucléaire. C'est comme ça. Personne d'autre ne peut entrer. Personne. Ça dit que c'est comme c'est top secret. Et aujourd'hui, tout le temps qui est passé aujourd'hui, c'est cette dame qui vient remplacer. Mais le confrère Liberté disait que c'est pour pérenniser, n'est-ce pas? Non, moi je ne suis pas dans cette logique. De pillage. Pillage, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est à la Caisse de sécurité sociale qu'on pille, non. Moi je ne suis pas dans cette logique de pillage et autres. Non.
je pense que si elle a été propulsée là-bas, c'est qu'on lui a donné des objectifs à atteindre. Peut-être qu'on n'a pas voulu donner à ce poste, donner à quelqu'un ce poste-là. On a laissé le ministre Ouala perdurer là-bas pour, comme on le dit, peut-être protéger quelque chose. Aujourd'hui, il part et cette dame qui arrive, dans tous les cas, c'est la continuité. Maintenant, c'est que, comme le disait Jacques, c'est une boîte qui a des difficultés, mais cette dame, comme on la connaît, je pense qu'elle peut quand même faire quelque chose. Elle peut quand même booster quelque chose à ce niveau-là. C'est ce que moi j'attends. Mais sans pour autant fermer les yeux que on pouvait aussi faire la promotion des autres Togolais. Oui, aujourd'hui c'est de ça qu'il est question. Mais je le dis et je le répète, le pouvoir reste le pouvoir. On a l'impression qu'on ne veut pas que le secret s'étende beaucoup. Donc c'est entre les initiés, entre eux, ça se passe. On prend Afi, on l'amène à la place d'Abalo, et demain c'est Kodjo qui prend, et ça continue comme ça. Ça profite au Togo. Mais si ça profite au Togo, c'est bien, parce que c'est des Togolais. C'est aux Togolais, c'est à des Togolais qu'on a fait cette confiance. Mais c'est qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que, bon, au Togo, c'est certaines familles seulement. Eric, si tu n'étais pas journaliste, je ne sais pas si on connaissait qu'il y a une famille gâteau. Voilà. Donc, c'est comme ça. Il y a certaines familles, tu as fait, je ne compte pas le nombre d'années, ça fait de longues années. C'est ces familles-là, même si tu as la malchance d'avoir un nom comme ça, on te demande, si tu donnes ton nom, quelqu'un te demande, est-ce que c'est de cette famille? Alors que peut-être tu n'as rien à faire avec cette famille. Toi aussi, tu as ta famille à toi. Et normalement, on devait quand même faire en sorte que les Togolais quand même défilent. Hein. Mais par rapport au pouvoir, à la gestion du pouvoir, c'est plus compliqué. Et c'est pourquoi, quelque part, je comprends cette façon de faire. On a l'impression qu'on ne veut pas que le secret s'étende plus. Oui, mais Jacques, en même temps, est-ce que Faure Gnassingbé n'est pas en contradiction avec lui-même? Enfin, est-ce qu'il ne dit pas aux Togolais finalement que, d'accord, lui qui avait fait le constat de cette minorité qui pille le pays, cette minorité qui accapare les biens de la République, que c'est dans cette minorité qu'il continue par nommer des gens? Vous savez, quand il faisait cette déclaration, après, on a vu que au niveau de certains barons, les gens n'étaient pas contents. Oui, il semble que ça a bourdonné un petit peu. Les gens n'étaient pas du tout contents par rapport à ce discours, sur ce qu'il avait dit. Les gens étaient en courroux que pourquoi le chef de l'État va faire cette déclaration. Alors que c'est une vérité, c'est une réalité. Je suis d'accord avec Michel. Vous savez, quand on parle des nominations aujourd'hui dans notre pays, c'est vrai que le chef de l'État y propose. Mais vous savez, il y a certains également qui amènent leur liste. Il faut pas se tromper. Des faiseurs de roi, bien sûr, qui sont toujours autour de lui. Ils sont autour, ils ne sont pas partis. Les mêmes sont là. Il faut jeter un coup d'œil et vous verrez que les mêmes personnes sont là autour. Et lorsque, par exemple, on donne un nom pour faire la promotion de cette personne, c'est les mêmes qui disent au patron, non, il ne faut pas accepter. Là, il faut placer telle personne parce qu'on n'a pas tellement confiance en lui, on ne sait pas quelle est la couleur de sa chemise, quelle est la couleur de ses chaussures, donc il faut faire attention. Et bon, écoutez, le soir, après, bon, et c'est fini. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile, comme Michel le disait. En politique, c'est vrai que le chef de l'État peut avoir l'intention, le désir de pouvoir changer les choses, mais il y en a qui sont quelque part, qui tirent également les ficelles, qui ne veulent pas que les choses avancent. Est-ce que c'est vrai encore ces hypothèses, puisque nous nous sommes rendus compte que Faure Gnassingbé est le seul maître à bord? Non. C'est lui qui décide. Et quand il faut choisir, quand il faut remplacer, quand il faut nommer celui-ci. Mais vous savez... Est-ce que les influences, franchement, autour de sa personne ont raison d'être? Est-ce que ça existe véritablement? Je pense que Jacques, ce que Jacques était en train de dire, je pense qu'il est sur la bonne voie. Parce que, vous savez,
On le dit, hein, que Faure Gnassingbé, il est le seul maître à bord. Mais attention, il est influencé aussi. Actuellement, les clans autour de lui, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4. Au temps de son papa, il y en avait des clans, mais il faisait extrêmement attention. Mais aujourd'hui, avec lui, bon, il laisse. Et je pense que c'est sciemment, il le laisse faire. Les gens se bagarrent, les clans se bousculent. Il est là, il ne dit rien. Et je pense qu'il a un intérêt dedans. Sinon, mais il doit discipliner les gens. Au temps de son papa, mais vous le faites, c'est vrai, mais il y a des limites. Aujourd'hui, vous allez... Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui me confiait un jour quelque chose. Mais quand vous écoutez le chef de l'État, il vous reçoit. Mais quand il parle, mais je vous dis que il a de très belles idées pour ce pays. Il a de l'ambition pour le Togo. Mais il va vous dire des choses, vous allez partir, mais quelque temps après, il y aura des actes qui vont être posés, mais vous allez vous demander, est-ce que c'est encore lui qui est là-bas? Et l'ambivalence de l'homme? Oui, ça veut dire que quand vous quittez, vous ne savez pas ceux qui fréquentent le chef de l'État, ceux qui vont vers lui, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? C'est de ça qu'il est question. Mais il est à ce niveau-là, à ce niveau de l'État, le chef de l'État, c'est vrai, il est le... Oui. Attendez, quand on présente Faure Gnassingbé comme ça... Il n'est pas marionnette, hein, en réalité. Est-ce que c'est pas dangereux? Non, il n'est pas marionnette. Mais attends. Non, attendez. C'est-à-dire que quand vous venez le voir, vous discutez avec lui, vous arrêtez une idée, et il avance des idées qui sont formidables. Et que juste après vous, d'autres personnes viennent, énoncent d'autres synthèses ou d'autres hypothèses, et qu'il change d'avis. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on parle de marionnette? Est-ce que c'est pas dangereux? Non, ce n'est pas... Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas ici seul, hein. C'est-à-dire que quand vous fréquentez les couloirs des présidences... Les influences sont... Non. Que ce soit aux États-Unis, en France, mais... Partout, c'est comme ça. Quand vous connaissez les secrets des couloirs des présidences, mais mon frère, c'est pas possible. Quand on dit le pouvoir c'est le feu, ou le pouvoir c'est le feu, mais comprenez ça comme ça, hein. Rien n'est acquis. Vous voyez le gouvernement Classou, qui est sorti, je pense, en juin 2015, si je ne me trompe pas. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ce gouvernement est sorti. Oui. Ça ne vous donne pas une idée de comment les choses se passent. Entre 13h et 20h et 21h. Vous voyez ce qui se... Ça veut dire toute cette journée-là, vous voyez comment ça se passe? Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui étaient, selon ce que nous avons appris, des gens qui étaient même sur la liste pour être ministre à 13h. Mais à quelques 40 minutes, 30 minutes avant, c'est fini. Pour vous dire que ce n'est pas aussi facile. Il est là-bas, c'est le numéro 1. C'est vrai, il a ses appréhensions, il a ses orientations, mais ma foi, il y a des gens dans ce pays qui font des ministres. Vous n'allez pas me critiquer. Non, on en a entendu parler. Oui, mais ils sont là. Ça veut dire que quelque part, on peut trouver le chef de l'État comme le puissant, le décideur, mais mon frère, à des limites près, il est influencé aussi. Mais Jacques... C'est clair et net. Oui, c'est comme ça partout. Est-ce que ça ne pose pas un problème fondamentalement, quoi? Non, vous savez, ça ne cause pas de problème. Je crois, je ne sais pas si vous avez lu un jour le livre qui parlait du secret des palais. Oui, si. Quand vous lisez ce livre, vous comprenez tout. Vous savez ce qui se passe autour des palais, autour des présidents. Et puis vous savez, quand vous prenez la plupart des présidents, c'est des clans. Au niveau de chaque présidence, il y a des clans. Vous allez voir, on dit, bon, tel est proche du président, tel est quand obligé de faire allégeance à tel clan pour faire ceci. Bon, c'est des choses qui arrivent hein, au niveau de chaque présidence et de la gestion également de la chose publique. Et c'est en ça qu'on dit, vous savez, le président peut avoir de belles idées hein, pour le pays, mais à un moment donné, vous savez, lorsque vous avez des gens qui viennent tout le temps vous influencer sur certains aspects, vous serez obligé d'abdiquer. On a vu des déclarations sur le mandat social que le chef de l'État a eu à faire dans ce pays. Mais ça n'a pas empêché que
chaque matin, on se lève, on augmente le prix du carburant. Et quand à l'international, ça augmente. Et quand à l'international diminue, on ne diminue pas. Vous comprenez? Les instructions souvent sont données, mais les gens ne les appliquent pas. La dernière augmentation du prix du carburant nous a enseigné beaucoup de choses. On a vu comment les gens ont tâtonné au niveau de la communication et finalement les effets que cela a donné. Et vous savez que même c'était dit qu'on allait également augmenter le prix des péages. Mais on a appris que le chef de l'État a dit non, pas question. On ne peut pas tout de suite augmenter le prix du carburant et qu'on se mette encore à augmenter le prix des péages. Et donc le prix du péage, ça va encore venir. C'est parce que pour le moment, on a vu... Là, on est en train de chasser le naturel. Oui, on a vu ce que l'augmentation du prix du carburant a donné. Donc c'est pourquoi on a freiné. Donc c'est pour vous dire que les gens sont là. Les gens, il y a certains qui sont autour du chef de l'État qui ne veulent pas la paix, la cohésion. Les gens, eux, ils sont là pour foncer, quel qu'en soit alpha, ce qui peut arriver n'a qu'à arriver. Les gens se disent ça passe ou ça casse. Alors que dans une république, on ne peut pas être comme ça. Il faut toujours chercher le consensus lorsque vous avez un peuple devant vous. Et c'est en ça qu'il faut aujourd'hui, c'est vrai que les vieux là, ils en ont fait assez. Il faut qu'ils cèdent également la place à cette jeunesse là de pouvoir venir faire l'expérience. Vous ne pouvez pas tout le temps rester et lorsqu'il y a des nominations, vous vous tiraillez, vous voulez que chacun puisse passer par les bancs son pion à la place de l'autre. C'est vrai que Michel a cité le cas du gouvernement. On a vu ce qui s'est passé. Le matin, il y en a qui étaient ministres pleins. À 22h, on les a rétrogradés. À 23h, on a changé encore des postes. Et finalement, on est là. On se dit, mais il y a problème. Vous devez comprendre effectivement qu'il y a eu problème quelque part. On ne peut pas dire, on sort une liste de nomination, un gouvernement, quand on sort, ce qui veut dire que les paramètres, on a dû maîtriser presque tous les paramètres avant d'aller annoncer au peuple un gouvernement. Nous avons vu comment ça s'est passé. J'avais pitié de vos dévis. À 20h, il est là, il y a un autre gouvernement. À 22h, un autre gouvernement. Et à la fin des émissions, vers 23h, c'est un autre gouvernement. Et le lendemain, il te dit là à 13h. Et à 13h, encore un autre gouvernement. Donc, c'est pour vous dire que les gens sont là, ils tirent des ficelles. Parce que les gens se disent non, celui que je voulais qu'on nomme là-bas, c'est pas lui. Bon, et puis, on crée des problèmes. Donc, c'est pour vous dire que dans les palais, c'est vrai. Et je recommande ce livre-là à ceux qui sont en train de nous écouter. Quand vous lisez ce livre, vous comprenez un peu la gestion des palais, la gestion également des influences. Ouais. C'est terrible. Alors, vous savez, sur le continent aujourd'hui, il y a aussi un sujet qui polarise les attentions depuis la semaine dernière. Le confrère libertaire revenant dessus ce matin également par rapport à la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara déjà a donné une idée sur ce qui sera après son mandat. Il dit qu'il ne sera plus candidat. Au Niger, ce week-end, on l'a vu avec le président nigérien. Et puis, on se pose la question par rapport à Faure Gnassingbé. Est-ce qu'il sera candidat ou pas? Qu'est-ce qui adviendra après? Est-ce que ça doit intéresser les Togolais aujourd'hui? Ça aura le mérite de calmer la situation politique dans le pays? Mais les autres présidents parlaient, ont fait allusion à Faure Gnassingbé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Niger, c'est le Niger. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Togo, c'est le Togo. Bon, les chefs d'État peuvent se prononcer par rapport à l'actualité. Bon, ça fait leur affaire. Mais en quoi nous, aujourd'hui, je pense que Faure Gnassingbé, il est réélu il y a un peu plus d'un an. C'est ça qui est le fond du problème. La limitation du mandat présidentiel. C'est-à-dire que c'est la question des réformes politiques. Écoutez, je pense qu'il faut qu'on soit quand même à même de comprendre comment chaque pays fonctionne. Je pense que la limitation de mandat, c'est vrai, chez nous ici, c'est illimité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens sont en train de se bagarrer pour aller aux réformes. Parce que les gens veulent qu'on passe par là. C'est bien. Mais pour le moment, moi, ce qui me préoccupe ici, Faure Gnassingbé est élu en 2015. Moi, c'est mon quotidien qui me préoccupe actuellement. Je pense que avant 2020, c'est de faire en sorte que les Votre Togolais... quotidien n'a pas de rapport avec celui qui sera à la tête du pays? Mais il y a un déjà. Oui. Mais son mandat n'est pas encore fini. Il n'en fait que sur les 5 ans, je pense, 1 an et quelques. Mais en attendant 2020, là, nous on fait comment? Il faut quand même qu'on pense à nous, que nous vivions bien, que les Togolais vivent bien.
C'est de ça qu'il est question. Maintenant, les arrangements politiques, c'est entre la classe politique. Je pense que c'est en bonne voie. Le président nigérien qui dit qu'il ne sera pas candidat, d'ailleurs, il n'a même pas besoin de nous dire qu'il ne sera pas candidat, puisque il connaît le Niger, son pays. La constitution est là, la constitution c'est 2 fois. Et s'il le dit, c'est qu'il sait ce qui est arrivé à son prédécesseur, Mamadou Tandja. Il sait que s'il blague avec les Nigériens, ça ne passera pas. Donc il vaut mieux faire décrisper la situation en annonçant beaucoup plus tôt qu'il ne sera pas, pour que les ardeurs des uns des autres soient quand même calmées. Peut-être c'est ça. Mais Ouattara, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les Ivoiriens, je pense que par rapport à sa personnalité qui est une caution, les fonds arrivent, mais la réconciliation est encore là. Ça, jusqu'à ce jour, il y a des quartiers où tu dis Bédié, tu dis Gbagbo, les gens te regardent. Tu dis dans des quartiers Ouattara, les gens te regardent. Ça veut dire le chanteur de la réconciliation est encore énorme. Énorme. Maintenant, c'est à Ouattara de voir s'il le sait que ce pourquoi il est arrivé, pour le moment, ça ne marche pas. La réconciliation. Les Ivoiriens ne sont pas réconciliés. Ouattara lui-même le sait. Mais s'il veut quitter à la fin de son 2e mandat, surtout qu'il a créé une nouvelle république où il y a maintenant des vice-présidents, il a créé des postes bizarres. Bon, dans tous les cas... Donc les deux situations ne sont pas comparables à la nôtre. Nous sommes sur la voie des réformes. Il suffit que la classe politique s'entende pour qu'on puisse sortir de limiter les mandats et choses. Mais d'ici 2020, c'est loin, hein, mon frère. Mais en attendant, c'est comment nous gouverner pour que nous puissions vivre bien. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. Maintenant, 2020, celui dont tu parles, il est là. On ne sait pas s'il sera candidat ou pas. Il ne nous a rien dit. Pour le moment, nous l'avons élu pour 5 ans. Il se bat pour ça. C'est comme ça, moi, je vois les choses. En tout cas, le débat est lancé sur le sujet. Jacques, quel est votre avis sur ce sujet-là? Non, je sais que, parlant des réformes, il y a une commission qui a été déjà formée pour échanger, discuter sur ces aspects. Et aujourd'hui, nous allons croiser les doigts pour voir la conclusion que cette commission va nous proposer, parlant de ces réformes politiques. Une commission qui est décriée par toute la classe politique de l'opposition. Il suffit de les écouter, ces partis politiques. Oui, c'est vrai, vous savez... Aucun n'est d'accord avec la commission. Justement, ils ne sont pas d'accord avec la création de cette commission, mais qu'est-ce que vous voulez? Pour le moment, c'est ce qu'on a. Et puis, attendons que cette commission-là puisse nous soumettre les conclusions de leurs échanges concernant effectivement le mandat présidentiel et la révision surtout. Souvent, on a seulement attrait à ce mandat présidentiel, mais il y a également des institutions qui sont là et qu'il faut également revoir. Donc je crois qu'il est important que, c'est vrai que 2020 c'est bientôt, mais nous avons vu également le verdict que la Cour constitutionnelle a rendu par rapport à la requête de l'ANC, parlant effectivement de cette révision. Donc je crois que c'est des choses qui concourent aujourd'hui, ce qu'on puisse aller très vite. Bon, la rentrée parlementaire c'est demain. On ne sait pas si au cours de cette rentrée, pendant l'exercice de cette rentrée, quels seront les points inscrits à l'ordre du jour. Je crois que attendons de voir ce qui pourra se passer, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et également la commission qu'on a formée, de pouvoir revisiter une fois encore contre cette constitution et qu'est-ce que cette commission nous proposera par rapport au mandat que nous avons ici aujourd'hui au Togo. Très bien. Je pense qu'on doit s'arrêter là pour aujourd'hui puisqu'on a dépassé légèrement le temps qui nous a été donné. J'aurais aimé quand même revenir sur l'économie avec la fusion annoncée au niveau de l'UTB et de la BTC, mais on va y revenir donc avec d'autres confrères dans la semaine. Merci beaucoup Michel Tchadia. Vous êtes le patron du journal Ouara les vainqueurs. Merci de venir nous voir ce matin. Merci à Jacques Dapouty, éditorialiste. Merci à Jacques Prosper qui a assuré la réalisation. On en profite pour envoyer un coucou à nos amis de la Gazette du Togo.com qui nous suivent sur YouTube et sur le site de notre confrère Idelphonse Apaki. Merci à vous. Appelez-moi Eric Gatton. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.